troisième partie avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique. Les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Le gouvernement dévoile ce matin le projet de loi pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Il sera examiné en urgence dès demain au Parlement. La droite sénatoriale, Gérard Larcher, devrait voter de façon conforme le texte. Les socialistes, eux, ont choisi de s'abstenir. Dans un contexte de menaces terroristes très élevées, notre droit, nos lois sont-elles suffisantes pour lutter contre cette menace? Un rapport dévoilé ce matin fait le bilan de la dernière loi de lutte contre le terrorisme. On en parle avec l'auteur de ce rapport, l'ancien ministre Marc-Philippe Daubresse. Le grand débat national, c'est l'autre réponse du pouvoir à la crise des Gilets jaunes. On en sait plus depuis hier. Ce grand débat aura lieu en 2 temps. Une première phase jusqu'à la mi-janvier, centrée sur les maires, les élus locaux. Et puis deuxième étape pendant 2 mois, étape pendant laquelle les Français sont invités à débattre. Le gouvernement dévoile ce matin en Conseil des ministres le projet de loi contenant les mesures annoncées par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Il sera examiné dès demain au Parlement. La droite sénatoriale devrait voter de façon conforme ce texte. Les socialistes, eux, ont choisi de s'abstenir. Les explications de Samia Dechir et de Fabien Recker. Le Sénat ne jouera pas les prolongations vendredi. L'adoption du projet de loi destiné à financer les mesures sociales promises par Emmanuel Macron aux Gilets jaunes est acquise. Les centristes y voient une question de responsabilité. Nous devons montrer des signes d'unité républicaine, quand on voit l'agitation qu'il y a eu, devant ces fractures sociétales. Je pense qu'il faut serrer les coudes et pour préserver les valeurs de la République, éviter que la loi se fasse sur les ronds-points ou au bord des routes, je crois que c'est le principal. Le texte doit permettre d'appliquer dès janvier 2019 l'augmentation de la prime d'activité ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires. Pour la droite sénatoriale, tout cela ne réglera rien à la crise sociale, mais le groupe votera tout de même le texte pour éteindre l'incendie. Les mesures catégorielles ne règlent pas les problèmes de fond. C'est en plus un chèque en bois. Nous le voterons encore une fois par esprit de responsabilité. Mais il faudrait beaucoup plus au départ. À l'origine du mouvement des Gilets jaunes, c'est le ras-le-bol fiscal. Or là, on fait un chèque, finalement, sans provision, d'à peu près 10 milliards. Et on sait bien que la dépense publique d'aujourd'hui, c'est l'impôt, la taxe pour demain. Tout aussi réservés, les socialistes ont quant à eux choisi de s'abstenir vendredi. Nous ne pouvons pas être contre des mesures qui vont améliorer le pouvoir d'achat des personnes qui travaillent, le pouvoir d'achat des retraités, mais nous ne pouvons pas non plus cautionner la position du gouvernement, qui est une position prise en catastrophe et qui ne correspond pas aux lignes politiques qui sont les nôtres. À droite comme à gauche, pas d'amendement ni de vote contre a priori, y compris au groupe communiste qui pourrait bien s'abstenir. Voilà, et Gérard Larcher souhaite lui aussi un vote conforme du Sénat sur ce projet de loi. Le pays va mal, nous devons répondre. Répondre, c'est voter, a déclaré le président du Sénat. Et dans l'actualité également ce matin, des élus socialistes qui tentent de rétablir l'ISF, Saveria. L'idée est simple, soumettre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune au référendum. Sénateurs et députés socialistes veulent utiliser le référendum d'initiative partagée, mise en place sous Nicolas Sarkozy pour revenir sur la suppression de l'ISF. Ce mécanisme, ce référendum n'a jamais été utilisé jusque-là. Jérôme Rabier. Les Gilets jaunes veulent le RIC. Les socialistes proposent d'utiliser le RIP, référendum d'initiative partagée. Et l'avantage, c'est que ce dispositif existe déjà. Créé en 2008, il est en vigueur depuis 2014. Pourtant, il n'a jamais été utilisé. La faute à un système complexe. Mais pas de quoi décourager les parlementaires socialistes qui souhaitent l'utiliser pour réinstaurer l'ISF. C'est une première, nous essuyons les plâtres, c'est la formule consacrée, mais c'est l'actualité qui nous incite à utiliser cette formule en espérant avoir le soutien de 185 parlementaires. J'en ai déjà quelques-uns qui sont prêts à signer, vous l'imaginez bien, mais il nous en manquera et il faudra aller chercher avec notre force de conviction et notre détermination ces signatures dans un délai raisonnable. Car c'est le premier obstacle, il faut réunir 1/5 des parlementaires, soit 185 signataires. Le Conseil constitutionnel doit aussi valider le fait que la proposition de loi soumise porte bien sur l'organisation des pouvoirs publics, des réformes économiques, sociales ou environnementales. Et enfin, il faut qu'un électeur sur 10, soit 4,7 millions de Français, soutiennent ce projet en passant par une plateforme sécurisée.
Mais comme ni la droite ni la République en marche ne souhaitent le retour de l'ISF, les socialistes espèrent pouvoir convaincre en dehors des rangs de la gauche. Je m'adresserai, par exemple, à cette centaine de députés REM, et Valérie Rabault aussi, naturellement, qui viennent des rangs du Parti socialiste. Je m'adresserai à ces radicaux qui ont pu voter avec nous l'amendement que j'ai porté sur le rétablissement de l'ISF pendant la loi de finances. Donc les forces de progrès. De leur propre aveu, il manque une trentaine de signatures aux socialistes, en comptant le soutien des groupes communistes et sur celui de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Mais les députés insoumis évoquent une initiative naïve qui n'a que peu de chances d'aboutir. Le référendum d'initiative partagée est donc loin d'avoir sa première application concrète. Voilà, on va passer maintenant au face-à-face, à l'interview politique, la deuxième de cette matinale. À tout de suite. C'est le face-à-face avec Marc-Philippe Daubresse, qui est sénateur LR du Nord et ancien ministre. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour Marc-Philippe Daubresse. Avant de parler de votre actualité de ce rapport sur la loi de lutte contre le terrorisme, le texte, on vient d'en parler, le texte contenant les mesures du gouvernement sera présenté vendredi au Sénat. Est-ce que tout d'abord, vous allez vous aussi voter ce texte? La droite sénatoriale appelle à un vote conforme. Oui, bien sûr, parce que on voit bien la crise qui est dans le pays. On ne peut pas faire des demi-mesures ou des demi-réponses. Il faut répondre rapidement et donc la meilleure solution, c'est que le Sénat vote conforme. Sans amendement. Sans amendement, parce qu'on pourra discuter, parce qu'il faudra une loi de finances rectificative, d'autres sujets, mais l'urgence, c'est de répondre à plus de pouvoir d'achat rapidement. Voilà, donc ne faisons pas des esquives et allons-y franchement. Quelques mots également, Marc-Philippe Daubresse, sur le rétro-pédalage hier de Matignon, sur une partie de ces mesures pour accompagner les Français dans la transition énergétique, mesures annulées, puis rétablies 2 heures après. Ça vous inspire quoi? C'est de l'amateurisme? C'est de l'amateurisme. Vous savez, moi, quand j'étais 2 fois ministre, une fois sous Jacques Chirac, une fois sous Nicolas Sarkozy, et les arbitrages étaient quand même très, très discutés, parfois avec des désaccords entre Matignon et l'Élysée. C'est toujours l'Élysée qui a le dernier mot, mais c'était préparé, clairement. Et donc, on ne bricole pas une baisse de 300 millions en séance parce qu'on ne sait pas ni qu'à bord. Ils n'ont pas les 10 milliards qu'il leur faut pour faire face aux mesures d'urgence, et donc ils cherchent au moins 6 milliards un peu partout. On a trouvé 2,5 milliards de fraude fiscale par an. Albéric de Montgolfier, le rapporteur général du budget, a trouvé. Et hier, on nous a botté ça en touche. C'est un peu dommage. Alors, Marc-Philippe Daubresse, vous dévoilez ce matin votre rapport sur le contrôle de la loi qui renforce la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, une loi qui a été votée après les attentats de 2015. Quels sont les principaux enseignements de ce rapport ? D'abord, c'est une mission permanente, c'est-à-dire c'est pas une mission qui se termine aujourd'hui. Je vais la continuer pendant tout mon mandat de sénateur. On évalue ce qui se passe après l'état d'urgence. Alors, les chiffres bruts pourraient se dire, oh là là, on a baissé la garde, il y a un problème, puisque, par exemple, du temps de l'état d'urgence, on a fait plus de 4000 perquisitions administratives. À l'époque, c'était sous contrôle de la police, état d'urgence. Et là, on en a à peu près 72. Donc, on peut se dire, ça a été divisé. Sauf que, à l'époque, il fallait très vite lever le doute sur notamment les fichiers S qui étaient potentiellement dangereux. Et là, maintenant, ce sont des mesures de fond qui ont été prises. On a à peu près le même arsenal avec la loi qui s'appelle la loi SILT, après l'état d'urgence, sur 4 domaines, les périmètres protégés, les marchés de Noël par exemple, et là on est en difficulté, je vais le dire dans mon rapport, il faudrait préciser les choses, les lieux de culte, les mosquées, ou les lieux où se passe de l'islamisme radical, où on en a fermé que 6, ce qui n'est pas assez au regard de ce que les préfets voudraient faire. On a ensuite des mesures individuelles de contrôle administratif, où on met sous contrôle des individus potentiellement dangereux. Et puis, on a les anciennes perquisitions qui s'appellent désormais visites domiciliaires. Sur ces 4 points, qui sont le même arsenal que l'état d'urgence, mais avec un peu plus de protection de liberté parce qu'on est dans la loi ordinaire, je peux dire qu'on a globalement une satisfaction puisque
D'abord, on a déjoué plus d'une 50aine d'attentats. Et ensuite, beaucoup de choses se sont améliorées depuis le Bataclan. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quand beaucoup à droite, notamment Laurent Wauquiez, depuis l'attentat de Strasbourg, nous disent il faut rétablir l'état d'urgence, il faut mettre notre droit en adéquation avec la menace terroriste, en fait, ça ne servira à rien parce que l'arsenal législatif aujourd'hui, il est suffisant. Je pense que le problème n'est pas législatif, que tous les outils sont pour l'essentiel dans la loi, y compris pour les peines. On a dans le code pénal un article sur l'association de malfaiteurs terroristes qui punit de 30 ans d'emprisonnement les terroristes une fois qu'ils sont judiciarisés, une fois que la justice a démontré qu'ils étaient coupables. Attention à ce qu'on fait. On est dans une ambiance de 1792, mais je rappelle qu'en 1793, Robespierre a fait une loi en disant tous les suspects doivent être arrêtés. Et ils ont fini à la guillotine. Donc je dis juste attention à ce qu'on fait. Justement. Moi, j'étudie techniquement ce dossier et je dis que le problème, c'est un problème de moyens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de moyens centralisés sur le procureur antiterroriste, qui est de fait le procureur de Paris aujourd'hui, et sur le juge, la cellule coordonnée par le juge des libertés, qui doit traiter le plus vite possible toute une série de choses. Donc il y a des problèmes de moyens humains et il y en a aussi parce que j'ai auditionné des personnes dans les départements difficiles, par exemple le mien, le Nord, ou par exemple les Alpes-Maritimes, et on doit mettre plus de moyens sur les services de renseignement, par exemple, ou la police judiciaire décentralisée dans les départements chauds, si j'ose dire. Marc-Philippe Daubresse, concernant les fichiers S, Laurent Wauquiez réclame, et d'autres à droite réclament la rétention administrative des fichiers S les plus dangereux, et certains réclament même l'expulsion de ceux qui ont une nationalité étrangère. Alors, c'est quoi les fichiers S les plus dangereux? Mon collègue François Pilet remet en même temps que moi ce matin son rapport sur les fichiers S. Il montre que c'est un outil et qu'il y a de tout, si j'ose dire, dans les fichiers S. Vous avez des black blocs. Non, mais quand on fait ces annonces-là, c'est de la récupération politique? Qu'est-ce que c'est? Je dis juste que ce dossier, il faut l'étudier de manière technique approfondie, ce que moi je fais depuis 1 an. Et mon collègue François Pilet va expliquer que dans les fichiers S, vous pouvez aussi bien avoir un délinquant de droit commun qui a commis des exactions, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait des violences sur les Champs-Élysées, ou vous pouvez avoir quelqu'un qui a consulté un site internet. Donc, il faut... Mais pour parler simplement, est-ce qu'on serait mieux protégé, est-ce qu'on serait plus en sécurité si certains fichiers S étaient détenus arbitrairement? Alors, la question, préventivement. La question, elle se pose avec les services de renseignement. Parce que les services de renseignement, souvent, vous disent, n'allez pas trop vite pour mettre en détention un fichier S potentiellement dangereux, parce que nous sommes en train de remonter des filières. Et si on va trop vite, on n'arrivera pas à les remonter, ces filières. Donc il faut laisser les spécialistes de ce sujet agir. Et il faut se garder de mesures trop spectaculaires. Par contre, il y a aussi un problème de coordination des moyens, coordination des services. Il y a un problème de coordination des moyens. Il faut sans doute simplifier les choses. On l'a déjà fait au niveau du service de renseignement. On a déjà voté 11 lois sur le terrorisme. Et d'autre part, il y a 2 sujets majeurs, je vais vous dire, sur lesquels, c'est ce que je propose d'approfondir. C'est Internet. Il faudrait que les GAFA, Google, Facebook, puissent faire des signalements, comme les banques font du signalement de blanchiment quand il y a des fraudes fiscales, qu'ils puissent faire un signalement. Ensuite, les autorités judiciaires prennent le signalement quand on voit que des individus regardent tous les jours des sites très dangereux. Et donc Internet, et le procureur, l'ancien procureur de Paris, qui est remarquable, M. Molas, l'avait dit, le milieu carcéral. C'est-à-dire que beaucoup de radicalisations se font en prison, et donc il faut une administration pénitentiaire dédiée pour les islamistes terroristes, et il faut des moyens spécifiques qui ne sont pas malheureusement dans les moyens de la justice. Merci, nous sommes un peu pressés par le temps. Merci Marc-Philippe Daubresse. Nous parlerons de ces questions. Merci. Le grand débat national, c'est l'autre réponse du pouvoir à la crise des Gilets jaunes. On en sait plus depuis hier. Ce grand débat aura lieu en 2 temps. Une première phase jusqu'à la mi-janvier, centrée sur les maires, les élus locaux. Et puis deuxième étape pendant 2 mois, étape pendant laquelle les Français sont invités à débattre. Je vous propose de regarder ce sujet de Quentin Calmet. C'est un grand débat aux modalités toujours floues. Et pourtant, voilà déjà 3 semaines qu'il a été évoqué pour la première fois par le chef de l'État. Il s'agissait alors d'une des toutes premières réponses de l'exécutif aux Gilets jaunes. Je souhaite que cette stratégie puisse être non seulement débattue, mais construite avec vous au niveau national et local, en se donnant le temps et la volonté, et en bâtissant justement cela dans les 3 mois qui viennent.
Alors comment faire dans les mairies, notamment en milieu rural? Des cahiers de doléances ont déjà été ouverts. La semaine dernière, le Premier ministre annonce donc qu'il entend mobiliser pleinement les maires dans le grand débat national. C'est évidemment aux maires qu'il reviendra, s'ils le souhaitent, il ne s'agit pas d'imposer, de participer à l'organisation de ce débat dans leur commune. Ce sont eux qui savent le meilleur moment, le meilleur endroit et probablement la meilleure façon de lancer ce débat. Mais les ministres entrent en piste, chacun cherchant à associer des acteurs, syndicats ou associations pour participer à ce grand débat. Avec un chef d'orchestre désigné par l'exécutif, la Commission nationale du débat public, une instance présidée par Chantal Joanneau et qui entend garder la main sur l'organisation de la consultation. Hier, dans un courrier au Premier ministre, elle rappelle qu'elle préside une autorité administrative indépendante. Il est primordial de ne jamais laisser entendre que le gouvernement pilote directement ou indirectement les débats. La Commission veillera à ce que les réunions du grand débat ne soient en aucun cas des meetings politiques, ni pour le gouvernement, ni pour la majorité. Ce sont donc à tous ces acteurs qu'il s'agit désormais de donner la parole, et ce le plus largement possible sur le territoire. Un débat lancé dans l'urgence et qui devrait commencer en janvier. Voilà, notre deuxième invité politique est sur ce plateau, c'est Philippe Adnot, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sûr non inscrit, sénateur de l'Aude, et merci d'être là. Bonjour Philippe Adnot, on vient de le voir, ce grand débat national, cette grande consultation censée recueillir les doléances des Français, censée réconcilier les Français entre eux après la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous y croyez? Non, je n'y crois pas parce que je pense que les Français ont besoin d'actes concrets. Quel est le problème? C'est l'emploi, c'est la création de richesses, c'est faire en sorte qu'il y ait donc plus de richesses distribuées pour tout le monde. Et le grand débat, ce sera un grand déballage qui va partir dans tous les sens et je ne suis pas convaincu de son utilité. Philippe Adnot, je rappelle que vous êtes président du groupe non inscrit au Sénat. Je voudrais qu'on regarde ensemble la une du journal Libération ce matin. Les maires, alors je ne sais pas si on le voit à l'antenne, les maires premiers de corvée, les maires en première ligne dans ce débat national. Voilà, on voit cette une, les maires premiers de corvée, les maires en première ligne dans ce débat national. Est-ce que vous, élu local, élu sénatorial, vous saluez ce retour des élus locaux en première ligne dans le débat? Bon, je trouve étonnant qu'il y ait eu une politique qui a consisté à quand même affaiblir considérablement les communes et leur capacité à entreprendre, à faire des travaux, en leur supprimant la recette fiscale que représentait la taxe d'habitation. C'est bien que maintenant, d'un seul coup, l'État se souvienne que finalement, oui, les maires sont des élus de proximité et que c'est à eux de dialoguer avec la population. Ça aurait été bien d'y penser un peu avant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce que je voudrais, c'est que ça nous permette de réfléchir justement à cette suppression de la taxe d'habitation, par exemple. Pour vous, c'est un des problèmes qui a généré la crise actuelle, qui génère la crise des finances actuelle? Ce qui génère la crise actuelle, c'est cette espèce d'incompréhension qu'il y a entre les décisions qui sont prises à Paris et ce qui se passe sur le terrain. Et le doute qui existe à l'heure actuelle, par exemple aux différentes mesures qui sont proposées, c'est au fait, elles vont être financées comment ? Et donc, personnellement, je voudrais pouvoir vous exposer la solution à laquelle je pense. On y vient. Le projet de loi qui contient les mesures du gouvernement est présenté ce matin au Conseil des ministres. Il sera examiné demain à l'Assemblée, vendredi au Sénat. Est-ce que vous, tout d'abord, allez voter ce projet de loi, ce texte? Ça va dépendre de ce qu'on va nous exposer exactement, parce que, comme vous le savez, jusqu'à hier après-midi, il y avait des allers et retours sur un certain nombre de décisions qui étaient prises, pas prises, dont on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui est vraiment... Est-ce que ces mesures, en tout cas ce qu'on en sait, c'était la hausse du SMIC, la défiscalisation des heures supplémentaires, est-ce que la prime de Noël, est-ce que ces mesures sont à même de répondre à la crise des Gilets jaunes, selon vous? Je crois savoir que les Gilets jaunes n'ont jamais parlé de la problématique des heures supplémentaires. Personnellement, à titre personnel, puisque je sais que beaucoup de gens y sont favorables... C'est une mauvaise réponse selon vous? Pour moi, c'est une mauvaise réponse. Et c'est une réponse qui est particulièrement... le pouvoir d'achat d'une grande partie des Français. C'est une réponse qui est particulièrement injuste. Vous avez la chance de faire des heures supplémentaires, vous avez un revenu plus important, vous n'allez pas être imposé parce que vous avez la chance
de faire des heures supplémentaires. Votre voisin qui n'a pas la chance de faire des heures supplémentaires, lui sera imposé sur la totalité de son revenu. Moi, les entreprises et les personnes qui font des heures supplémentaires, la seule chose qu'ils demandaient, c'était qu'on leur laisse la liberté d'en faire ou de ne pas en faire. Ils ne demandaient pas à ce que ce soit défiscalisé. Et je n'ai pas entendu cette demande de la part des Gilets jaunes. De quelle façon le gouvernement aurait dû répondre alors pour améliorer le pouvoir d'achat des Français selon vous ? Mais je pense qu'il fallait qu'il y ait de la justice. Il y a eu des corrections qui sont apportées. J'y suis favorable. Je trouve bien qu'ils aient arrêté l'histoire de la taxation. Personnellement, ce que je reproche à l'ensemble des mesures actuelles, c'est qu'elles ne sont pas financées. Et quand c'est pas financé, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va se retourner contre quelqu'un. Et donc, personnellement, je souhaite que pour financer ces mesures qui sont de bonne justice, je veux dire, c'était insupportable, la taxation sur les diesels, sur les carburants, c'était ne pas prendre en compte la problématique des gens. Mais si c'est pas financé, ça va nécessairement se retourner quelque part. Donc moi, je suis partisan de faire en sorte qu'on arrête la suppression de la taxe d'habitation. Ça représente plus de 20 milliards d'euros, la suppression de la taxe d'habitation. Oui, mais c'est également une mesure qui permet d'améliorer le pouvoir d'achat. Mais surtout pour les plus riches. Il y a 30% de Français qui ne payent pas la taxe d'habitation, ça leur fait zéro pouvoir d'achat. Et ensuite, vous avez toute la déclinaison pour arriver à 500 € de moyenne pour tous les foyers. Et donc, ça veut dire que vous avez des gens qui peuvent avoir 4, 5 000, 10 000 euros de taxe d'habitation. Eux, ils vont avoir un grand pouvoir d'achat supplémentaire. Et moi, je propose qu'on fasse un abattement de 250 €, c'est-à-dire la moitié de ce qui a été prévu, c'est-à-dire à peu près 10 milliards, et qu'on le plafonne à 250 €, et ça donnera les moyens de financer les mesures qui viennent d'être annoncées. Philippe, très bien. Adnaud, 27 ans, président de département, presque 30 ans d'années de Sénat. Vous regardez comment ce débat Ancien Monde, Nouveau Monde ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un débat Ancien Monde, Nouveau Monde. J'ai rien vu de vraiment différent. L'histoire des heures supplémentaires nous montre bien que c'est une mesure qui avait déjà été prise. Je n'étais pas. Pourquoi je ne suis pas favorable ? Je n'étais pas favorable quand c'était Sarkozy. Je n'y suis pas favorable maintenant. J'essaye d'avoir de la continuité dans mes idées. Merci Philippe Adnaud. Merci beaucoup. Sénateur de l'Aude, merci infiniment. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat dans un instant. Voilà, ce qui se passe au Sénat, Saveria, évidemment avec vous. Alors, aujourd'hui, dès 14h30 en séance, la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2019, le budget 2019, 14h30 en séance. À 16h30, les auditions des ministres, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Les ministres sont auditionnés sur justement le projet de loi contenant les mesures d'urgence économique et sociale pour répondre donc à la crise des Gilets jaunes, un texte qui sera examiné dès demain au Parlement. Et puis, toujours à 16h30, une autre audition importante. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Il est auditionné par la Commission du développement durable du Sénat. Merci beaucoup, Saveria. On va suivre tout ça. Et tout de suite, on va passer à la revue de presse. On démarre avec la une de la Provence et l'exécutif est sur la corde raide ce matin. L'exécutif sur tous les fronts. Le projet de loi contenant les mesures d'accompagnement aux Gilets jaunes est dévoilé ce matin. Il sera discuté dès demain au Parlement. Parallèlement, le gouvernement tente de lancer le grand débat national et ça ne va pas sans cafouillage. Cafouillage également dans l'annonce des mesures d'accompagnement à la transition énergétique. Hier, Matignon a annulé puis rétabli une partie de ces mesures. C'est le grand flou national, comme le dit François Tonneau dans son éditorial. Et puis le plus grand quotidien régional français, Ouest France, à la une, c'est le grand débat national ce matin, bien sûr. Le grand débat national, c'est l'autre réponse du pouvoir à la crise des Gilets jaunes. On en sait plus depuis hier. Ce grand débat aura lieu en 2 temps. Une première phase jusqu'à la mi-janvier, centrée sur les maires, les élus locaux, et puis une deuxième étape pendant 2 mois, étape pendant laquelle les Français sont invités à débattre. La concertation va donc durer 2 mois. Le gouvernement veut s'appuyer sur les maires, les élus locaux pour organiser ces débats. Et puis la grogne des policiers, on en entend beaucoup parler. C'est à la une de La Voix du Nord, le grand quotidien du Nord-Pas-de-Calais. Après les gilets jaunes, les gyros bleus, l'État doit aux forces de l'ordre 275 millions d'euros d'heures supplémentaires. Hier, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a reçu les 3 principales organisations syndicales de gardiens de la paix pour calmer la colère. Le gouvernement a d'ores et déjà proposé hier une prime de 300 € aux forces de l'ordre mobilisées face aux gilets jaunes pour les heures supplémentaires. Christophe Castaner promet d'ouvrir le chantier. Les discussions reprennent ce matin au ministère. Et on termine avec les impôts en une de Libération.
champagne. Ne payez plus vos impôts par chèque. Une commerçante a été majorée de 15 € de sa taxe foncière. Pas pour une question de retard ou de pénalité, mais tout simplement parce qu'elle avait choisi de régler sa taxe foncière par chèque. Depuis cette année, tous les paiements de plus de 1 000 € doivent être dématérialisés. L'année prochaine, ce sera 300 €, donc soyez vigilants. Merci beaucoup Saveria, on vous retrouve demain bien sûr pour la partie parlementaire de cette émission. Demain on reçoit Adrien Quatennens de la France Insoumise, il sera sur ce plateau en direct avec nous, ça sera l'invité politique de notre émission. Dans un instant la météo des territoires, le temps qu'il fait en France mais aussi dans les territoires français d'outre-mer, puis le Zap Matin de Christophe Combarius qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos. Merci de votre fidélité, merci à tous, bonne journée et à demain. Très bonne journée, au revoir. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Je souhaite un vote conforme, c'est-à-dire un vote qui réponde à l'urgence. Parce que par nature, nous sommes responsables, le pays va mal, nous devons répondre, et répondre, c'est voter. Pourquoi annuler l'extension du chèque énergie ? Écoutez, il y avait des mesures qui avaient été prises en tout début du mouvement dit des Gilets jaunes, mais qui concernaient des besoins de beaucoup de Français qui n'étaient pas forcément d'ailleurs en Gilets jaunes. Quelle bande d'amateurs. On nous avait promis des experts, des économistes hors pair, des gens qui allaient ringardiser le vieux monde. On nous avait promis des gens qui sauraient donner un nouveau sens, un nouveau cap à la société française. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des amateurs qui se plantent chaque jour davantage. Je vous donne un autre exemple, le plafonnement des indemnités prud'homales. On leur avait dit à l'époque, ce n'est ni juste ni possible. Le gouvernement vient de se faire retoquer sur ce plafonnement des indemnités. Sur tous ces sujets, manifestement, ou Emmanuel Macron a menti, ou la technostructure, les fermiers généraux de Bercy, ou je ne sais qui, sont en train de détricoter des mesures pourtant attendues par nos compatriotes. J'ai peur que ça soit trop intelligent et trop subtil pour moi et pour beaucoup de Français. La réalité, c'est quoi ? C'est que comment on peut faire confiance à un gouvernement où il y a en permanence des allers-retours ? On apprend ces dernières heures que la défiscalisation ne concernerait pas ni la CSG, ni la CRDS. Non, c'est-à-dire qu'en fait, elles seront défiscalisées et les cotisations sociales seront supprimées. Ce sont les cotisations patronales qui ne le seraient pas. Alors qu'il y a une injonction à la justice fiscale, Emmanuel Macron se tient comme un rempart entre les gilets jaunes et la grande masse du peuple français qui les soutient, et les riches et les puissants dont il est le président, à qui il ne demande absolument pas plus de contributions. Alors que c'est bien le cœur des revendications des gilets jaunes. Je voudrais qu'il y ait une consultation référendaire qui valide un certain nombre de propositions qui émergeront de ce débat. Et alors, ça donnera beaucoup plus de force, beaucoup plus de valeur à ce débat. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la concertation semble d'abord une petite manœuvre à part du gouvernement pour dire qu'il faut que la mobilisation s'arrête. Et pour autant, tout ce qui a été obtenu en raison de cette mobilisation. Donc déjà, je dis aux Gilets jaunes, vous pouvez continuer à rester mobilisés. Quand vous dites ce n'est pas simplement nous, c'est 30 ans, etc. Oui, bien sûr, parce que vous êtes les enfants de ce système, mais que vous continuez à 100 à l'heure. Vous accélérez sur toutes les politiques qui ont mené la France dans l'état où elle est aujourd'hui, et ce chaos.